parle des bienfaits de la colonisation. Voilà, c'est ça, des bienfaits. Ouais. Une fois, 2 fois. Elle dit, mais non, il faut arrêter les conneries. Non. L'esclavage, c'est un crime contre l'humanité, c'est reconnu aujourd'hui. Et elle était là en train de dire totalement le contraire. On a des projets, on va ramener un peu de lumière en Afrique. Je dis, mais laissez les Africains prendre leur propre thune, etc. Laissez-les tranquilles avec leur richesse. On critiquait les yo-yo wesh-wesh, on n'était pas yo-yo wesh-wesh. On était message, rap. C'était vraiment, c'est pour ça que Public Enemy, NWA nous ont touchés, parce qu'il y avait du message, du rentre-dedans, tu sentais que c'était G, c'était gangster. On était plus dans ce truc-là que juste le hip-hop de New York et, tu vois, juste le rap. J'ai des débarques, ta. Vous intéressez pas. Bonjour à tous, vous êtes dans les Étoiles du Berger. À chaque épisode, un invité dont je prends un élément qui va nous servir de fil rouge, de fil conducteur durant tout l'échange. Cette semaine, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir un artiste que connaît mon père, ma mère, ma grand-mère, toute ma famille, et qui dans notre pays d'origine est peut-être aussi connu que le président. Passy, comment ça va? Ça va, ouais, je suis bien. La forme? Ouais, super. Ça faisait longtemps qu'on devait faire notre émission. Grave, c'est vrai. C'est vrai qu'à chaque fois, on se croise et on se dit qu'on devait faire ce bel échange. Je pense qu'il arrive à point nommé. Exact. Parce que là, je vois que tu es en pleine promotion de ton dernier projet. Oui. Donc, je me suis dit, bon, là, le Yaya, on va l'attraper. Comme je le disais en introduction, moi, ce que je fais, c'est que je prends un élément que je choisis dans ta carrière qui va nous servir un peu de toile de fond, comme je disais. Pour toi, j'ai choisi Le Monde est à moi, un titre que tu as fait dans Les Tentations avec Akhenaton. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de cette connexion? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait cet antagonisme Paris-Marseille. Paris-Marseille, ouais. On l'a un peu cassé avec ce projet. C'était la période après les groupes, après le ministère, après IAM. On a commencé à faire des albums solo. Et moi, je cherchais à changer de producteur. Il n'y avait pas beaucoup de producteurs à l'époque, comme aujourd'hui, de beatmakers. Et voilà, j'avais commencé Ministère avec Stomy. Stomy avait fait son solo. Il avait bossé avec Dr. L et tout ça. Il avait déjà fait aussi un duo avec Akash. Et j'avais Franck Edin qui était chez EMI, qui gérait les éditions, qui gérait les prods d'Akash. Donc, avec qui on travaillait, qui m'a managé pendant un moment, qui m'a dit « Ah, si tu veux, il y a des sons d'Akash. » Et Akash, je l'avais rencontré à Marseille. J'avais 16 ans. Avant même, ils venaient à peine de sortir leur première mixtape, IAM Concept. Donc, on a parlé de rap sur la Cannebière et tout. Après, on a dit, bon, un jour, on fera un truc ensemble. Ouais, un jour. Donc, ça s'est pas fait pendant le ministère Amer et IAM au début. Et après, c'est au cours de nos carrières solo, où là, j'ai connecté avec avec Akash. Plutôt, je mélange les deux avec Akash. Et ils m'envoyaient des sons. 10, 20, 30. J'ai dit, En plus, c'est une époque où il est très productif. Très, très productif. Ouais. En plus, il venait de sortir, je pense, Metek et Mat, mon premier album solo que j'avais énormément aimé. Avec les autres, on avait adoré de Metek et Mat. Et comme on préparait nos solos, ça nous a aussi poussé à dire, bon, voilà, ça y est, on passe dans les albums solo, on y va tous. Ce titre, déjà, dès les premières notes, on sent que ça va être un classique. Dès les premières notes. Toi, déjà, je voulais savoir, Akash et toi, vous êtes de la même génération ou pas? Non. Il est un peu plus âgé que moi. Un peu plus âgé, hein. Ouais, il est plus âgé que moi. Ben, nous, de la première génération de rappeurs, quand tu regardes IAM ou tu regardes NTM, on est plus jeunes que de 4, 5 ans facilement. Okay. 4, 5, 6 ans facilement. Tommy et moi, on était les petits de cette génération-là. Ok. Ah, les plus petits de cette première génération. Cette première génération, ouais. Ok. Moi, ce que je veux savoir aussi, c'est quel était, quand vous êtes en studio, parce que forcément, surtout à l'époque, lorsqu'on commence à prendre le stylo pour écrire un titre, on a une idée en tête et une direction. Est-ce que la direction est arrivée naturellement ou ça a mis du temps? En fait, c'était un titre que j'avais, par rapport au son, c'était un titre que j'avais déjà gratté.
Et je me disais, je voyais toujours, tous les typeux, nos typeux sont toujours plus, plus hargneux, veulent toujours faire mieux que les grands. Donc, tu vois, même Ayam, on parle d'un petit frère, c'est un peu les mêmes concepts. Je disais à Akash, je lui disais, mais c'est un truc de dingue, comment les petits sont encore plus fous, ils veulent manger plus que nous, ils sont encore plus barbares, ils veulent faire plus que les grands. Tu vois, c'était pas le 3.0 à l'époque, mais ils veulent mettre un point au-dessus. Donc, je voulais parler de ça dans le monde est à moi. Être dans la peau d'un jeune de 15-16 ans qui dit, allez, j'enlève les mauvais mots, allez, ça arrache, je m'en fous, j'y vais, je vais tout péter, je vais tout exploser, ça soit dans la rue, ça soit dans le deal, ça soit, voilà, le monde est à moi. Avec ce fanatisme, justement, qu'on avait à l'époque, tout le monde aimait Al Pacino et Scarface. Et Scarface, ouais. Donc, on aimait bien les films italiens. Donc, oui, une référence par rapport à ça, à cette envie de... je viens de Cuba, je suis un immigré, mais je vais devenir le haut du panier. Ouais, donc, je viens de Cuba, je suis un immigré, toi, tu viens du Congo, du coup. Et, exactement. Parce que moi, jeune, mais j'ai la dalle. Moi, je pense que, en tout cas, moi, je le voyais comme une ode à la réussite. Oui, aussi une ode à peut-être ce côté où on n'a pas envie de rester dans les situations dans lesquelles on était. On est jeune, immigré, en banlieue, on n'a pas beaucoup de moyens. Ben non, on va se taper, on va se battre pour voilà, exister, pour faire exister notre musique. Par exemple, nous, c'était le rap, ou pour gagner un maximum et pour devenir, pour inscrire nos noms sur la carte du game. Avant que le monde soit à toi, il a fallu que la France soit à toi, parce que tu viens du pays. T'arrives ici, t'as quel âge? J'arrive, j'ai 7 ans. T'as 7 ans. Je sais pas si tu t'en souviens, mais quel regard tu avais, toi, jeune Congolais, du coup, sur la France de l'époque? À cette époque-là, il y avait beaucoup de Congolais ou même d'Africains en général qui envoyaient leurs enfants faire des études à travers le monde. Il y a la France, mais il y a aussi bien l'Angleterre, d'autres les États-Unis, même jusqu'à la Russie. Donc il y avait déjà cette habitude ou même cette idée dans ma famille, comme quoi nous allions aller faire des études ailleurs, qu'on allait voyager pour notre formation, histoire de prendre les meilleures formations, de revenir au pays, de construire le pays. C'est toujours ça en Afrique. Et j'ai eu mon père qui était malade, qui avait besoin de soins aussi. Et donc, tout est arrivé en même temps, le voyage de la famille et pour mes parents qui avaient beaucoup bougé aussi, donc qui voulaient qu'on aille conquérir, enfin qu'on aille avoir des compétences, acquérir des compétences ailleurs. Donc voilà, on arrivait à Sarcelles, parce qu'à l'époque, Sarcelles, c'était une belle banlieue avec des gymnases, des parcs, des clubs de sport partout, etc. C'est quand les grands ensembles étaient encore propres. Des grands ensembles, des collèges à droite à gauche. Il y avait un collège pas loin de la maison, un autre un peu plus loin, pour l'inscription de mes grands frères. En bas de chez moi, il y avait l'école primaire. Voilà. Donc, il y avait, les parents avaient tout calculé pour qu'on soit... voilà, on était 6 enfants, pour que les 6 enfants soient scolarisés et des activités sportives, etc. Et en même temps, on avait déjà des cousins, cousines dans le 9-5, donc ma mère serait proche de ses cousines, et ainsi de suite. Il y avait déjà, entre Villiers, Sarcelles et Garges, il y avait déjà un peu de famille à nous qui étaient là, donc mes parents se sentaient plus à l'aise. Donc, tu viens du pays, tu viens ici. Est-ce que la France, à cette époque, c'était l'Eldorado? La France, pour les Africains. C'était, oui, l'Eldorado pour les Africains. La situation en Afrique était meilleure, le franc CFA était plus haut. Donc, on arrivait, on avait un peu plus de moyens. Et oui, je pense que même pour les Congolais, par exemple, pour les Congolais de Brazza, il y avait il y avait des bourses pour les étudiants, des aides pour les Congolais, des choses comme ça. C'était vachement un peu plus organisé qu'aujourd'hui. À cette époque, parce que nous, on est Congolais, du coup, et des fois, j'entends un peu mon père parler ce genre de choses. Moi, jusqu'à quand j'étais en cité universitaire à Nanterre, jusqu'à quand j'ai passé mon BTS, moi, j'avais une bourse. Et la bourse congolaise et la bourse du Crous. Donc, j'arrivais en étant étudiant à payer ma chambre en cité U, à payer ma bouffe et à me débrouiller. Ouais, les étudiants congolais étaient bien suivis. Bon, et ma mère, elle bossait, en plus, ma mère étant ancienne étudiante, quand elle arrive en France, elle a bossé à l'OGES. Elle gérait les étudiants congolais en France. Mais on n'était pas beaucoup, parce que là, tu parles des étudiants congolais en France. On va dire que historiquement,
on n'est pas la diaspora la plus massive. Non. Mais... Donc, comment, du coup, tes parents... déjà, je voulais savoir, est-ce que, parce qu'on en a parlé d'Eldorado, quand tes parents arrivent, est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils font face à une désillusion? Ils sont contents parce que le Congo, quand tu étais né au Congo avant 1962, n'oublions pas, tu étais français. Donc le Congo, c'était une province française. C'est comme si tu venais de province et tu arrivais à la capitale. Donc oui, c'est un autre système, mais mes parents étaient prêts. Ils avaient déjà fait le voyage pour leurs études et pour des missions, comme on disait, au Congo. Donc, ils connaissaient un petit peu la France. Et donc, non, nous, au contraire, on découvrait une autre vie. Et vu qu'on était 6 enfants avec les 2 parents, c'est beaucoup plus simple quand avec tes frères et sœurs, vous vivez tous la même chose. Voilà, vous... Non, c'était une belle découverte, un changement brutal dans la vie, bien sûr. Parce qu'au Congo, donc on avait... je veux dire une famille classe moyenne, mais au Congo, avec une famille classe moyenne, tu vis bien avec les cousins, les cousines, les frères, les sœurs. Le Congo de l'époque, c'était un Congolais un Congo qui montait en plein essor. Donc ça construisait, il y avait une joie de vivre incroyable au Congo. Il y a toujours la joie de vivre, une joie de vie de dingue, mais dans ces années-là, c'était vraiment un Congo... tu vois, qui sortait de... Tu vois, en pleine expansion. Indépendant, indépendance, tu vois, c'était ces périodes-là où ces pays se bâtissaient. Okay. Je me rappelle, il y en a certains qui disent, mais le Congo de l'époque, il était au-dessus de Cuba. Cuba, ça ne valait rien par rapport au Congo de l'époque. Maintenant, aujourd'hui, ça a changé. Donc, on avait vraiment un Congo qui était top. Dans ta fratrie, tu te situes à quel niveau? À cette époque-là, j'étais dernier, mais j'ai eu un petit frère quand je suis arrivé en France. Je suis avant-dernier de ma fratrie. Donc, j'ai toujours été... couvert, choyé. La vie au Congo, j'ai que des bons souvenirs. Tu passais de main en main, les mains de tes sœurs. En plus, on vit en famille. T'as tes tantes qui sont là, t'as ta daronne. J'étais entouré. T'as tes frères, tes cousins. Donc et quand t'es le plus petit, tout le monde a toujours une attention pour toi. Donc oui, j'ai vraiment vécu une enfance, une belle enfance. Belle enfance. On a reçu Olkinri ici, qui du coup nous parlait un peu du regard que ses parents avaient sur l'extérieur. Lui qui vient de Évry. En 91, donc Évry qui peut aussi s'apparenter à Sarcelles. Hein. Oui, ils sont comme nous, les gens d'Évry. C'est des quartiers qui ressemblent aux nôtres. C'est ça. Et il nous disait, dans l'échange, on disait que les parents de l'époque, pour eux, tout ce qui venait de l'extérieur était voyou. C'est-à-dire que tout ce qui venait de dehors, c'était négatif. Toi, du coup, à Sarcelles, parce qu'on sait quand même que c'est une grosse banlieue quand même réputée chaude d'Île-de-France, toi, comment... tes parents, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Toi, comment tu évolues dans cet environnement? Moi, j'ai des grands frères. Et mes grands frères sont pas à Caïra. Mes grands frères étaient étudiants dans des trucs clean, etc. Donc, mes parents savaient qu'il y avait ça, mais ils disaient que les enfants n'étaient pas trop là-dedans. Quoi. Okay. Ils nous tenaient bien, etc. Je pense que celui qui a fait le plus de conneries de mes frères et dans ma famille, je crois que ça a été moi. Okay. Moi, je suis arrivé à 12 ans, c'était des histoires de bandes, quartier. On a commencé à se mettre en bande, ça a commencé à devenir racailleux. Il y a eu les guerriers de la nuit qui a révolutionné tous les quartiers, qui a commencé à avoir des bandes. Il fallait aussi avoir sa bande. Il y a eu le hip-hop qui est arrivé, donc ça aussi, c'était un truc de regroupement. Le break, on était plein à breaker. On a commencé à faire des groupes de danse qui sont devenus des noms de quartier, des noms de bandes. Okay. Parce que malgré tout, et on a vu les embrouilles monter. Je pense que ce côté américain, quartier, ghetto, c'est un peu plus installé en France. L'influence américaine en France a été un peu plus grande. Et nous, dans cette influence, il fallait peut-être qu'on s'identifie. Et nous, les Renois, étaient à Brooklyn, dans le Bronx, etc., ce qu'on voyait. Donc, je pense qu'on a pris aussi certains mauvais côtés. Il y a la situation aussi du jeune immigré qui essaye d'exister et qui... Il y avait Michel Leb quand même à la télé, hein. C'est pas mes lunettes, c'est mes narines. Il y avait quand même du racisme ambiant déjà. C'était dur d'exister en tant que noir avec l'ancienne histoire coloniale qui est en France. N'oublions pas que même jusqu'à aujourd'hui, l'esclavage est considéré comme un des plus grands crimes contre l'humanité. Bien sûr. Ceux qui n'ont pas voté, la France en fait partie, hein, les Américains et autres. Donc
S'ils le font aujourd'hui, à l'époque, c'était encore une autre manière. Mais tu sais, là, tu parles de l'esclavage et aussi, par extension, la colonisation. Moi, il y a un passage télévisé qui, moi, m'a marqué. Et je tenais vraiment à te le dire, qui m'a aussi construit. C'est lorsque tu es passé chez Ardisson, je crois. Oui. Tu vois, et qui voulait un peu minimiser... Oui, ils voulaient minimiser. En fait, on est parti chez Ardisson. J'étais avec Stomy, je ne sais même pas plus quelle promo. On faisait peut-être sortie du disque, Ministère amer, un truc. Et on arrive sur le plateau et donc il y a cette politique qui, elle était derrière Juppé, je crois. C'était une des gens qui vient, qui une fois, tu vois, parle de ça, parle des bienfaits de la colonisation. Voilà, c'est ça, des bienfaits. Ouais. Au début, elle commence à... On se regarde, on dit, bon, on va rien dire, on la laisse dire ces trucs, parce qu'on est tellement habitué à ça que, allez, une fois, 2 fois, on a dit, mais non, il faut arrêter les conneries, non. L'esclavage, c'est un crime contre l'humanité, c'est reconnu aujourd'hui, et elle était là en train de dire totalement le contraire. Qu'on ramène, on a des projets, on va ramener un peu de lumière en Afrique. Je dis, mais laissez les Africains prendre leur propre thune, vendre comme ils le veulent, se démerder par eux-mêmes, gagner, etc. Laissez-les tranquilles avec leur richesse. Peut-être que demain, ça deviendra quelque chose. En résumé, c'était ça, quoi. Parce que de venir tout le temps, les Africains ne peuvent pas se débrouiller. Hein, quand il y a une chape de béton au-dessus de l'Afrique par rapport à la richesse, aux richesses qu'il y a en Afrique, les guerres qu'il y a aujourd'hui, que ce soit au Congo, au Mali, que ce soit toutes les sociétés internationales qui tirent profit de cette instabilité en Afrique, il y a un moment... quand tu vois tout ça, tu peux pas rester là et te taire. Il y a un moment, faut leur dire, hey, on n'est pas con, quoi. C'est bon. Mais moi, j'ai remarqué que tu as été conscient très tôt. Avec Ministère amer, on a choisi la conscience. Parce que quand on a fait Ministère amer, on sortait du break et du smurf. On a vu qu'il y avait du rap en français, parce qu'on connaissait déjà le rap US. On s'est mis à rapper, on a monté notre association AMER, loi 1900, on avait 15 piges. Et comme on était dans l'associatif, quand tu es dans une MJC, dans l'associatif, il y a les associations des jeunes, mais il y a aussi les associations des mères de famille illettrées, les associations pour tel combat, pour telle bataille. Donc on était entouré de gens dans le besoin qui se développaient en association. Et donc on a nous-mêmes été touchés par tout ça. On commençait à bouquiner aussi. On se posait des questions. On avait cet esprit aussi un petit peu sarcellois, rebelle, qui commençait à se réveiller. On se demandait, quelle est notre place dans le monde? Le Ministère amer, c'est un cri. C'est un cri, on a 15 ans, on est black, il n'y a pas de Mbappé à la télé. Il y a Marius Trésor qui est derrière, dans l'équipe de France, Tigana qui est un peu... quand ils gagnent, ils sont français. Quand ils perdent, on parle de leurs origines, comme Yannick Noah, par exemple, à l'époque. Donc non, on savait qu'on avait un combat à faire pour trouver nos places. Et on se disait, on dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, et en même temps, il faut qu'on informe, il faut qu'on leur dise que c'est pas. Et après, en grandissant, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup qui sont déjà au courant et qui veulent pas que ça change. Donc là, tu disais que tu avais à peu près 15 piges. Quelles sont les rencontres ou les événements qui t'ont forgé et qui t'ont amené à avoir cette conscience-là, là? Parce que forcément, il doit y avoir un déclic. Oui, il y a les bouquins, il y a aussi... tu sais, quand tu arrives à Sarcelles, tu fais tes premières conneries. Mes premières conneries, j'avais 10 piges. Je me suis fait serrer. Et j'ai mangé à 10 ans, j'ai mangé le bamboula. Tu vas rentrer dans ton pays, bamboula. Je l'ai mangé celui-là, très très jeune. Donc tu te rends compte que pour beaucoup, tu n'es qu'un bamboula et tu ne vaux pas plus que ça, quoi. Et donc, on savait qu'on avait un combat à faire, un combat intellectuel, économique, très très large à faire pour que des gens comme nous, donc les Renois, soient un peu plus considérés. On ne trouvait pas ça normal qu'il n'y ait aucun noir, même jusqu'à aujourd'hui, patron d'une boîte au CAC 40, par exemple, et qu'il y avait une sorte et que le plafond de verre était là tout le temps pour les gens de notre couleur, quoi. Donc oui, on voulait combattre, on ne trouvait pas normal. Et même en même temps, à Sarcelles, il y a 62 ethnies, il y a eu plus de 60, je dis 62, il y a plus de 60 ethnies à Sarcelles. Donc on a grandi avec des potes de toutes les couleurs, feuges, musulmans, rebeux, vietnamiens, blancs, corses, du sud de la France. Et comme on a grandi tous ensemble, quelquefois on se retrouvait à 10 de toutes les couleurs, on regardait un documentaire sur le Vietnam, notre pote vietnamien il nous expliquait ce qui se passait au Vietnam. Sur Israël, notre pote Feuge nous disait ce qui se passait sur Israël. Quand il se passait un truc sur l'Afrique, nous on racontait ce qui se passe sur l'Afrique. Et même mes potes blancs, chinois, Feuge, ils disaient, allez Renaud, ouvrez vos gueules vous aussi.
faites trop baiser, réveillez-vous. Mais même jeunes, voilà, entre nous, on disait, ouh là là, l'Afrique, vous avez mangé. Donc même mes potes de toutes les couleurs ont toujours trouvé le discours engagé du ministère Amer vrai. Puis ils ont grandi avec nous, ils ont vu avec nos yeux, parce que quand tu vis pas avec des Noirs, ça te touche pas. Mais quand tu as des Renois autour de toi, et que tu es d'une autre couleur, et que tu vois un truc, un Michel Leb qui insulte les Renois, tu regardes ton pote, tu dis, ah ouais, c'est un bâtard. Non, mais donc il y avait aussi ce truc-là où l'engagement du ministère Amer était justifié. L'engagement du ministère Amer, c'est, oui, la valeur des Renois, la valeur de notre culture, l'histoire, la France-Afrique. Oui, bien sûr, tout ça. Ouais. C'est pour ça que même les Bissau, tout ça, ça a coulé dans tout ça. C'était une façon de mettre en valeur les mélodies et la culture africaine. Toute la richesse qu'il y a en Afrique. Regarde, aujourd'hui, la richesse, elle est aussi bien culturelle que dans le sol de l'Afrique. Mais là, ce que tu disais, c'est cette forme de solidarité, d'entraide, du coup, et de compréhension aussi, parce que... Il y avait plein de choses qu'on s'est dit avec le ministère Amer face à tout ce qu'on mangeait. On a mangé beaucoup de galères. Donc, on a mis quelques règles comme ça. On s'est dit, il y a des règles qu'on a tenues comme ça. Par exemple, une règle dont Extomé, on s'est dit, bon, c'est tellement dur pour les Renois. Quand on a avec un Renois, par exemple, sur un plateau de télé, une radio ou dans le biz, on va pas trop le cartonner. Okay. Même si on n'est pas d'accord, on va pas le tuer. Parce que ça dépend. Après, il y a des Renois qui viennent parler qui ont des voix d'extrême, qui viennent défendre Zemmour, ou que là c'est trop, où il y a eu des Kofi Niam Niam, je suis noir mais je mange pas le manioc, des trucs comme ça où tu te dis, mais est-ce qu'un blanc vient qui va dire je suis blanc mais je mange pas de fromage, je bois pas de vin. Il y en a plein qui boivent pas de vin et qui mangent pas de fromage. Ils vont pas venir le dire pour décrédibiliser ou décrier, pour dire moi je suis noir mais pas comme les autres. Arrête négro. Arrête négro. Tu vois? Ouais, si, totalement. Ouais, Ce que je voulais te demander, c'est est-ce que parce qu'en fait là tu me disais que tout votre entourage, ton entourage était concerné. Aujourd'hui, on est un peu plus dans quelque chose où chacun est un peu dans. Ben oui, ça c'est ça. Justement, les gens de notre génération se plaignent beaucoup de toutes les couleurs. Hein. Ils disent mais avant c'est pas possible. Avant on arrivait à vivre ensemble. Sans tout ça, maintenant, on va bientôt mettre les rebeux musulmans de leur côté, les Renois musulmans aussi séparés parce qu'il y a aussi un conflit, les Renois chrétiens là, les Blancs. On est en train de rentrer. Et la fracture, elle se fait à quel moment, à ton avis? Comment? La fracture, pardon, elle se fait à quel moment, à ton avis? Elle s'est faite avec le temps, elle s'est faite avec le temps. Aujourd'hui, je vais te donner un exemple. Hier, on se battait avec les Feuges contre le Front National. Et dans les dernières élections, j'ai vu beaucoup de Feuges pousser à voter pour le Front National. Alors que c'est le même groupe, c'est tous des descendants de Jean-Marie Le Pen. Il nous a traités de négros, de youpins, de je sais pas quoi. On nous a traités de tous les noms, etc. Et donc aujourd'hui, ça change, où on se retrouve séparés parce que les choses ont évolué, chacun de son côté. C'est un peu difficile. Moi, j'en parle avec mes potes de toutes les couleurs. Quelquefois, oui, on regrette ça. Même avec mes potes Feuges, hein, on a grandi à Sarcelles, Feuges, Antillais, Africains, on se mélangeait tous, blancs, on se mélangeait tous. Donc on a des potes de toutes les couleurs quand on vient de Sarcelles. En plus, il y a, comment je pourrais dire ça, c'est un tag ou une espèce de dessin qui symbolise ça à Sarcelles. Il y a écrit coexister. Ben oui, vivre ensemble, coexister. À Sarcelles, on avait ça. Un espèce de symbole comme ça qu'on voit. Ouais, c'était franchement, le Sarcelles de cette époque-là, c'était franchement, au niveau de la cohésion et du mélange, ça aurait pu être un bon exemple pour la France. À part, tu enlèves le côté racailleux. Mais fête Feuges, on soutenait les Feuges. On avait notre carnaval antillais avec, au lac, tout le monde s'appelait Timal. Les noirs, blancs, verts, jaunes. C'est pour ça que j'ai fait des dealers de zouk. Mes potes, j'ai des potes de Guadade, Martinique, Guyane, Réunion. Tu vois, vraiment, j'ai grandi dans mon bâtiment, à côté, dans ma classe, partout. Tu vois. Et donc, ce mélange-là faisait que ces potes-là, des Antilles, venaient chez moi, avaient le lien avec le Congo, mangeaient du pondou, et comme moi j'allais manger des acras chez eux, mes potes Feuges venaient, Rebeu aussi venaient, comme moi j'allais, et je connaissais, ils m'apprenaient ce qu'était la culture musulmane, je connaissais pas au début. Le Congo c'est chrétien, donc quand tu viens on t'apprend ce que c'est la culture musulmane, tu respectes, on t'apprend ce que c'est la culture Feuge, une grosse communauté turque aussi. Donc il y avait un melting pot comme ça, qui fait que Sarcelles, t'as vu... Ça, même le dernier tennisman, là, il vient de Sarcelles. Ok. Le 17 ans, je crois, il vient de Sarcelles. Okay. Là. Comment il s'appelle? Le Kwame. Kwame. Ça. Donc, il y avait un truc comme ça qui... Sarcelles, ça bougeait, tu vois. Là, on parle de Sarcelles, mais c'est vrai qu'on associe Sarcelles à Garges.
Sarcelles-Garges. Ouais, Garges-Sarcelles. On peut associer ça. Comme on fait aussi dans le 9-3, Clichy-Montfermeil aussi. Quand je dis Sarcelles, il y a Garges et même Villiers derrière, c'est un peu les mêmes états d'esprit. D'accord. Parce qu'il y a une gare, Sarcelles-Garges, donc les deux villes sont vraiment jumelées. Les gars de Sarcelles traînent à Garges et vice-versa. Et en même temps, dans nos collèges, on se retrouve, ou nos lycées, on se retrouve avec des gars de Garges, de Sarcelles, de Villiers, même de Goussainville. Donc, c'est des gars qui traînent ensemble, qui se connaissent, quelquefois, il y a des embrouilles de quartier. Mais souvent, c'est des gars qui vont dans les mêmes écoles. Donc, il y a un état d'esprit là-bas, Sarcelles, Garges, je veux dire Villiers, même Goussainville. Ok. Voilà, il y a un état d'esprit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui existe avant le rap. Qui existe avant le rap, tout à fait. Ouais. D'accord. Même souvent, les gens nous disent aujourd'hui, secteur A, vous êtes... comment ça se fait que vous êtes encore toujours ensemble comme ça? Nous, on a grandi ensemble, on se connaît, on a des liens d'amitié, de famille, des liens familiaux, avant même d'avoir fait de la musique. Donc la musique, la dernière tournée secteur A, je me rappelle, on était à un anniversaire, je ne sais plus si c'était Stomy ou Jackie ou un de nos anniversaires. On était tous là, on a dit, mais venez, on refait une tournée ensemble. Comment ça se fait? On a tous nos carrières, on ne fait plus rien ensemble, alors que on est tous là. On n'a pas de drap entre nous. On s'adore, on s'aime beaucoup les artistes du secteur A. On se respecte beaucoup, on est tous différents et on s'apprécie, on sait l'apport, l'apport des uns des autres. Je te rends compte, j'ai grandi avec Neg Marron, des Stomy, des Doc Gineco, il y a Pete Bacardi, beaucoup de... C'est des artistes monstrueux quand même. Tu vois, et donc d'être entouré de gars comme ça, oui, ça te pousse à bosser, bien sûr. On dit qu'il faut être prophète en son pays. À l'époque du ministère Hammer, est-ce que vous l'avez été tout de suite? À Sarcelles? Ouais, dans votre secteur. Oui, là, parce qu'on faisait partie des premiers à rapper à Sarcelles. Donc les gens nous regardaient. Certains disaient qu'on n'allait jamais faire de disque, ou ça n'allait pas marcher, ou il y en a qui ont commencé à rapper en même temps que nous, qui ont arrêté. Le break aussi, Smurf, qui ont arrêté. Nous, on y a cru. Les gens nous ont vus à Sarcelles. Moi, j'habitais à Lochère. Desch habitait à la secte. Ils nous voyaient dans le bus porter des baffes pour aller jusqu'à chez Desch, en passant par chez Moda, chez Stoby. Tu vois, les gens nous voyaient à Sarcelles. Et notre premier concert, c'était à Sarcelles, c'était au Forum des Cholettes. Donc, ils nous voyaient, ils nous organisaient à faire nos premiers petits concerts. Je ne sais plus quel âge j'en avais, 16 ans ou un truc comme ça. On a organisé 16-17, notre premier concert. Donc, ils voyaient déjà qu'on était dans un truc comme ça. Et Sarcelles, regarde, MTV, quand ils sont venus faire leur premier test en France, c'était Sarcelles. Okay. Sarcelles connecté avec et les Antilles, et les États-Unis et Haïti. Donc, la culture Smurf hip-hop, elle arrivait par les cassettes vidéo, par les échanges, par les trucs. On avait une culture Renoir plus, quoi, c'est vrai. Moi, de ce que j'entendais, c'est que les premiers qui s'initiaient au hip-hop, on les appelait les Zoulous. Ouais, dans les quartiers. C'est-à-dire qu'il y avait un peu ce terme péjoratif. Il y avait ce terme péjoratif Zoulou. Donc, nous, on était dans le rap et le break. Mais comment je pourrais dire ça? Ouais, on était plus Kai que Zoulou, c'est vrai. On n'était pas... On critiquait les yo-yo wesh-wesh. On n'était pas yo-yo wesh-wesh. On était message, rap. C'était vraiment... Ouais, c'est pour ça que Public Enemy, NWA nous ont touchés, parce qu'il y avait du message, du rentre-dedans, tu sentais que c'était G, c'était gangster. On était plus dans ce truc-là que juste le hip-hop de New York et... Tu vois, juste le rap. J'ai des débarques, ça nous intéressait pas. On est trahison au sein de notre population. Vous aviez vraiment ce côté KRA et quartier, vous. Tu te disais, tu prends le micro, si tu prends le micro pour rien dire, ça sert à quoi? Micro pour faire des phases, des débarques, c'est bien beau, c'est du rap. C'est bien beau, mais il reste quoi? Donc nous, oui, le fond, la forme, c'était super important pour le ministère Hammer. Mais et comment pour tous les gens de secteur A. Mais comment vous avez été... parce que là, en plus, c'est drôle. C'est ce qui nous a empêchés, pendant longtemps aussi, d'avoir des contrats, des signatures, des tournées. Nous, on a marché, on a mis 10 ans avant de réellement exploser. Là où certains autres groupes avaient déjà des clips à la télé, des tournées. À cause de ça? Nous, on était engagés, interdits de concert. Bon, c'est vrai qu'on insultait les gens, on insultait les keufs. Qu'est-ce que je te dise? C'est normal qu'on avait des concerts là programmés 3 semaines avant le concert. Le préfet a annulé le concert des ministères Hammer. Parce qu'ils avaient peur de je sais pas quoi. Donc oui, le côté engagé, on l'avait. Mais c'est vrai que le côté artistique, ça nous a... On a vachement été touchés quand même. Parce que les gens, ils parlaient de
ce qu'ont dégagé les gars de Sarcelles, ou comme dans un documentaire, mon pote disait, ouais, micro cassé, la gueule cassée, là, ouais. mais ce qu'on écrivait et notre son, ils en parlaient jamais, quoi, tu vois. On a quand même souffert de ce côté-là où on voyait le feu sans voir, tu vois, sans voir comment je pourrais dire ça, sans voir les bûches, quoi, tu vois ce que je veux dire. Nous, on écrivait, on se prenait la tête. On a un morceau comme Damné de la Terre dans des albums de Ministère Amer qui dure 5 minutes. On a tué des livres. C'est à notre époque où on lisait beaucoup Frantz Fanon ou Malcolm, donc c'est chargé de phases à la Malcolm, à la Frantz Fanon, etc., ou notre côté engagé. Ben, les gens préfèrent peut-être courir plus vite que les balles dans Ministère Amer. Parce que c'est une histoire de Kaira où tu te fais courser par les keufs. Mais voilà, donc oui, on se disait que le côté artistique, souvent, le côté création qu'on avait avec Stomy, ou même Kenzie, Bouboule, tout ça, les gens ne le voyaient pas assez. Bon, après, on a pu le faire avec Sectora, on a pu montrer toute l'étendue de notre force artistique avec Sectora. Mais du coup, là, par rapport à tout ce que tu me dis, on peut dire que les quartiers sont à vous. Oui, les quartiers étaient à nous. Mais justement, comme tu disais tout à l'heure, maître de son village, oui, à Sarcelles, je pense qu'on a eu nos premières mixtapes en tournée dans toute la ville. Ils nous ont vus, ils nous connaissaient. Oui, on a commencé à être d'abord connus dans notre ville. La ville d'à côté, Sarcelles, Garges-Ville-et-Belle, les cassettes ont tourné dans tout ça, avant de monter sur Paris et de commencer à travailler pour être reconnu sur Paris. Donc là, je disais que les quartiers étaient à vous. Le monde du hip-hop, on va dire, l'autre côté du périph'. Le monde du hip-hop ne nous aimait pas trop. Hein. On n'est pas sur Rap Attitude, par exemple. Ils savaient très bien qu'on existait. On a fait des radios stars, des radios Nova, on a rappé à droite, à gauche. Mais les gens avaient toujours des a priori sur les mecs de chez nous. Alors, on les invite pas. Si eux, ils viennent, nous, on vient pas. Non, ils vont foutre la merde. Non, c'est cela. Et nous, c'est bien qu'il y avait cette image-là pour les gars de chez nous, pour les gars du 9-5 et de Sarcelles. On était peut-être aussi un peu comme ça, mais nous, quand on venait dans un truc comme ça, nous, on voulait rapper, on voulait écrire. On voulait qu'on voit notre rap et pas forcément être en embrouille ou avoir à se taper, tu vois. Tu es passé d'artiste de groupe à artiste solo. Déjà, pourquoi ce changement? Et est-ce que, parce que tout à l'heure, tu me parlais un peu des déboires que tu as dû essuyer avec le ministère, il y a eu beaucoup de poursuites. Est-ce que tu n'étais pas fatigué à un moment donné de tout ça? On a été fatigué à un moment de tout ça avant nos solos. Après le deuxième album de Ministère Amer, on a décidé vraiment de faire les solos avec Stomy. Parce que nous, on se battait, on était dans un combat, dans un message, etc. Il y avait un truc dans le hip-hop, les vrais qui sont les vrais, les faux, nous, on n'en a rien à foutre. Et justement, on a vu ceux qui se disaient les vrais, derrière telle pub, telle musique, c'est tel compositeur. Ah, c'est lui le vrai. Derrière tel truc, c'est un tel. Ah, l'autre, l'autre, il a tel tourné de truc. Et nous, on se regardait avec nos plaintes et nos interdictions de concert, nos trucs, on a dit, hey, nous, avec notre truc, là, si on n'arrive pas à bien jouer, on va se faire douiller, on est là à ouvrir nos gueules, on va être les derniers du carrosse. Donc, dans nos carrières solo, on va développer d'autres choses. Il y avait Gynéco qui était venu avec Stomy, on a dit, allez, stratégie. On sort le Gynéco parce que, on sort le Stomy, on sort le Passy, après on ressort un ministère, tous ensemble. Et ministère, c'est l'armée, donc on a un truc, c'est engagé, etc. Mais dans nos solos, on est cool. Stomy, tu peux parler d'amour, Gynéco aussi, on peut parler de choses beaucoup plus personnelles. Ministère, c'est l'armée en treillis. Les solos, t'es à la maison, caleçon, chaussettes. Voilà, tu parles à ton fils, tu parles à, je sais pas, à ta meuf, tu parles de ta mère, t'es avec tes frères et sœurs, t'es dans un truc beaucoup plus humain et moins militaire. Dans le morceau Le Monde est à moi, tu parles du rêve américain. Est-ce que toi et toute ton équipe, vous n'avez pas créé le rêve français? C'est souvent ce qu'on se dit, c'est un peu ce qu'on veut développer aussi on est sur une série avec Stomy où on veut retracer un peu nos vies. Donc c'est un peu ce qu'on veut développer. Ouais, le rêve français, c'est un rêve qui démarre même d'Afrique. Tu vois, mettre la Tour Eiffel en Eldorado d'une certaine manière, tu vois, cette Tour Eiffel, tu te dis, bon, il faut que je parte de mon bled et que je brille en dessous de la Tour Eiffel, tu vois, d'une certaine manière. Ouais, je pense que oui, ce rêve français, on l'a vécu au moins. On est parti de rien. On s'est dit, il faut qu'un jour, nous aussi, on ait des clips, il faut qu'un jour, nous aussi, on puisse être reconnus. Et je pense qu'avec toute l'expérience et tous les succès, et même le fait d'être encore là aujourd'hui, d'avoir encore plein de dates de concerts, des projets qui sortent, d'être dans plein de trucs, etc. Oui, ce rêve français, on l'a
bien vécu et on le vit encore. On est super fiers de ça. Moi, tu sais, quelque chose qui m'a beaucoup impacté, c'est l'époque des magazines. Tu as fait un magazine dans lequel tu étais dans un avion, je crois. Et partenariat avec Reebok. Exactement. Donc déjà, tout à l'heure, on parlait des partenariats. Ouais, j'étais longtemps en partenariat avec Reebok, pendant au moins une dizaine d'années. Et ouais, ça correspond à une bonne époque. Je pense que Reebok a fait un boom à cette époque-là, parce que nous, on était très basket blanche, donc Reebok blanche au pied. Donc je pense que Reebok, on a beaucoup vendu à cette époque-là. Et ouais, c'était super d'avoir... Et moi, ça... Toi, tu parles de l'avion avec Jay-Z. Exactement. Parce que tu vois... Ouais, c'était pas le même sponsoring. Parce que tout à l'heure, je te parlais du rêve américain. C'est-à-dire que nous, nos yeux étaient rivés vers les États-Unis et on kiffait que les Américains. Ouais, mais vrai. Vous, quand vous êtes arrivés, on a pu... un peu changer la donne. Voilà, c'est ça. Et le fait de t'associer à Jay-Z, oui, pour nous, c'était un truc de fou. Parce que Jay-Z était chez Reebok aussi. Et donc, un jour, il est venu faire de la promo avec un jet apprêté par Reebok avec marqué Jay-Z dessus. Je me rappelle, c'est Valou qui avait fait son interview. Et moi, j'avais ma rencontre avec Jay-Z. On devait se voir et pour le rap et pour le biz Reebok. Donc, on a parlé un peu. Et donc, on a ces photos-là avec Jay-Z et le jet Reebok Jay-Z derrière. Et donc, derrière, j'ai dit à Reebok, vous n'avez pas le même sponsoring avec lui qu'avec nous. Non, mais c'était des superbes années. Est-ce que tu as conscience que déjà pour nous, tu es un super-héros et une source d'inspiration? Est-ce qu'il y a des gens qui te le disent fréquemment dans la rue? Il y a des gens qui me le disent, et il y a des gens qui me disent, on a grandi avec vous, on a fait ça avec vous, à tel morceau, quand tu as chanté ça, ça m'a fait ça. Après une carrière de plus de 30 ans, de plus de 35 ans même, j'ai eu beaucoup ça. On a refait une tournée ministère, tu te rends compte, il y a 2 ans, il y a des gens qui sont venus nous faire des autographes avec des cassettes. Des cassettes à l'ancienne, ils ont gardé les cassettes à l'ancienne, etc. J'ai des photos même, tu vois, donc des gens qui te suivent depuis 30 ans, qui ont gardé des trucs depuis 30 ans, mais qu'est-ce que je te dis, c'est, tu vois, même avec Stomu, on fait la tournée sans prétention, et bam, 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 ça démarre, et après ça, le complet, à chanter que des vieux titres de 5 minutes, où ça kick, hein. Ouais, ça a été un plaisir, et merci à tous ceux qui nous suivent depuis toutes ces années-là, c'est vraiment quelque chose de fort. Et quand tu vois ces gens-là qui te disent, ou par ministère, ou sur les albums solo, j'ai grandi avec vous, ce titre-là m'a fait trop du bien, ce titre, quand tu as fait ça, m'a fait ça, hein, et que tu vois que la personne est bien, tu sais, souvent je réponds, donc on a fait du beau travail, t'es quelqu'un de bien. Ils me disent, oui, merci. Donc au moins d'avoir pu engrainer dans le bon sens, d'avoir pu motiver les gens, et on avait aussi notre message, c'est lève-toi, bats-toi, personne ne le fera pour toi, quoi. Il y avait ça dans notre message du ministère Amer aussi, hein, le self-made man. On l'avait ça. On savait que personne ne nous attendait, personne ne nous signera en maison de disque. On a construit nos labels, nos trucs. Et on s'est fait aussi par nous-mêmes. Donc on l'avait aussi beaucoup par message. On a notre logo qui était le savoir est une arme maintenant, je sais. Donc on poussait tous les jeunes aussi à se documenter, à apprendre, que ce soit dans la rue, à l'école ou à la bibliothèque. Faut que tu apprennes, faut que tu lises, faut que tu calcules, faut que tu retiennes. Le savoir est une arme, et une fois que tu seras armé, tu pourras faire ce que tu veux, quoi. Moi, je peux pas te recevoir sans parler de ton côté producteur. Parce que quand moi j'analyse, je me dis que... En fait, moi, c'est particulier de t'avoir en face parce que je trouve que on parle pas assez de toi. Sachant que, pour moi, s'il n'y avait pas eu Passy, le rap français serait totalement différent. Je m'explique. C'est-à-dire que toi, en tant que producteur, tu as créé des ponts entre les univers. C'est-à-dire que en faisant les Dealers 2, il y a le côté caribéen que tu as ramené, le Bissau, il y a le Face à la mer aussi. En fait, il fallait assumer. Parce que dans le rap, dans tous ceux qui se disaient les vrais, il y a un moment, il y en avait qui essayaient de s'encaïraïser, si je puis me permettre de dire. Ouais, nous on est vrais, nous on est trucs. Mais nous, on vient déjà d'à côté où il y a plein de Kaira, on essaye de... Donc, on n'a pas de crédibilité à chercher. Je viens du bled, je viens du quartier. Donc, au contraire, on sait qu'on vient de là, il faut qu'on aille plus haut. Et donc, les gens nous ont beaucoup mis dans des cases avec Ministère Amer. Oui, c'est un groupe comme ça. Et nous, après, je pense qu'inconsciemment, moi, j'ai voulu prouver qu'on pouvait... même pas, j'ai voulu me faire plaisir, j'ai voulu vivre avec les musiques qui m'entouraient, avec la culture qui m'entourait. Ayant grandi à Sarcelles, ville de Cassave, je résume. Il y a un moment, oui, dans nos soirées, il y a du hip-hop.
Après, il y a du zouk, après, il y a de la musique africaine. Oui, c'est normal. Donc, arrivé un moment, oui, j'ai mes potes Guada, on aime Francky Vincent, on aime Kassav, on aime les Joël Ursule, toutes les musiques à l'époque, ça tourne en boucle. Moi, le samedi matin, en bas de mon bâtiment, j'ai un mec qui fait un champion de France de l'haltérophilie. Ouais. Balèze, il a une Lada Samara orange. Il est Guada. Le samedi matin, il sort sa Lada, il la gare là, sur le coin de la rue. Zouk à fond, les derniers albums, parce qu'il y a Moradel aussi qui est à Sarcelles. Il a un magasin qui s'appelle Moradis, qu'il en a à Sarcelles, un dans le 14e. C'est les deux endroits où tu as les dernières nouveautés Zouk. Donc, samedi matin, il gare sa Lada, il la lave balèze, il la lave ça, truc. Zouk, Zouk à fond. Même les keufs, ils passent, personne n'est comme ça. Il est comme ça. En plus, un champion de France et tout. Donc, tous les samedis matins, tu ouvres ta fenêtre, t'as les nouveautés Zouk en bas de chez toi. Donc, même si tu es dans le rap, même si tu as une culture africaine, etc., bah oui, à Sarcelles, tout le monde Zouk. Même les Antillais, même pas les Antillais, même les keufs s'appellent Timal. Ça va Timal, ça va les Juifs Timal, les Arabes Timal, tout le monde Timal. Tu vois, donc il y a un moment, tu es obligé de faire ça. Je suis dans le rap, je suis vrai, mais ça aussi, ça fait partie de ma vie. J'ai ma culture congolaise. Mon rap, à moi, arrive à un moment, si c'est pas juste une copie du rap américain, à un moment, il doit être aussi teinté de ma culture. Donc, c'est pour ça que Bisso arrive. En fait, le premier Bisso, le premier titre un peu afro comme ça, c'est dans le 9-5-200 de Ministère Amer. Je refais la reprise de Franco et j'ai pas les autorisations. Parce que le rap n'est pas considéré à l'époque. Donc, j'ai pas les autorisations du titre Mario de Franco. Et après, il y a les conflits au Congo qui se passent, etc. On évolue aussi. Et 96, pendant que je fais mon premier album, les Arsenic se sont encore plus révélés. Mes cousins sont encore plus forts, sont encore là. Benji, Negmaron aussi ont cartonné. On développe le secteur A. Et dans le secteur A, il y a Arsenic, il y a Benji, Negmaron qui sont congolais. Il y a ma cousine Mpassi aussi, qui se développe avec Melgroove, avec Patrice Ano. Et donc je dis non, il y a des conflits au Congo, il faut que nous aussi on donne notre point de vue. Ça nous concerne, ça nous regarde, on va donner notre point de vue d'ici avec de la musique. Mais est-ce que tu savais que ça allait autant impacter? Parce que tu sais pourquoi je savais que c'était quelque chose de fort. Je me vois encore avec mon premier disque de Ministère Amer à 18 ans plutôt, à Radio Congo, à la fin d'émission en train d'essayer de passer du rap au Congo, alors que c'est le monde de la rumba, il n'y a pas de rap. Donc je suis là avec mon disque. Et je me rends compte de la force de la rumba. La rumba touche de l'Afrique du Sud à l'Algérie. Il y a des guitares, il y a les albums de Kofi. Tu te rappelles, il y a une époque, la musique africaine, c'était vraiment la musique congolaise qui dominait vraiment, etc. Je me dis, mais notre musique, là, notre culture, c'est un truc de ouf. Et je savais qu'il fallait, avec même en réflexion, nous, dans le Ministère Amer, on a samplé Manu Dibango. Manu Dibango, quelqu'un sur qui il devrait y avoir des documentaires, parce qu'il a une vie, lui, de dingue. Il a fait des trucs de dingue en Afrique, en France, aux États-Unis. Donc, lui, il avait à l'ère des samples, parce qu'à l'époque, c'était l'ère des samples. À l'ère des samples, Manu Dibango, c'était au moins un artiste africain qui a tellement de choses à sampler, tellement il y a une expérience de dingue, qui a bossé pour de la variété française, comme pour des Ricains, comme pour des Africains. Tu vois, donc on se disait, au lieu d'aller chercher des samples de soul américains qu'on comprend que de moitié, vu que c'est pas notre culture, il faut mettre patrimoine aussi. Du patrimoine, voilà, Manu Dibango. Donc c'est la suite logique à ça. Mais est-ce que tu savais que, parce que la réalité sur Bisso, c'est que c'est congolais, mais en réalité c'est africain. Je savais qu'on allait mettre un gros coup de pavé dans la mare, parce que je connaissais la force de la guitare, la rumba africaine. Nous, on devenait fort avec Ministère Amer et Secteur A, on prenait le dessus. Je créais un super groupe quand même. Darceux, il déchire. Et Benji, c'est fort aussi. Negmaron, c'est fort. Mpassi, à ce niveau-là, elle était au top avec un. Et pour ce faire, j'avais commencé à traîner dans Paris et j'avais rencontré aussi des gens comme Ambre Foulquier qui m'avaient parlé des 2 balles. Et je voyais les 2 balles, j'écoutais les 2 balles, j'entendais leur délire, les jumeaux et leur congolarité dans certains de mes raps. J'ai dit, Et aussi, il fallait faire différemment, il ne fallait pas que ça soit sectaire. Quand je faisais Negmaron, Arsenic et Mpassi, ça restait quand même, c'est familial, mais ça restait quand même dans le 9-5, dans notre famille, etc. Donc, de faire avec les 2 balles, on élargissait. Ce n'était pas juste qu'un projet des gars du 9-5, il y avait aussi du 7-7.
Et Mystique avec White Spirit, Jean-François Richer, j'ai découvert Mystique. Voilà. Et là, ça faisait un super groupe. Les premiers titres, il y avait même TNT dedans aussi. Ok. Dans les premiers titres. Donc, quand on s'est réunis en studio pour faire un titre qui s'appelait l'Union, pour envoyer un message au pays, le rassemblement du peuple congolais, parce que les guerres du Congo, c'était des guerres nord-sud, on va dire. C'était caché. Et donc, Bisson et Bisson disaient l'union, le rassemblement de tous les peuples congolais, que tu viennes du nord, que tu viennes du sud, tu restes congolais. Mais rassemblement du peuple congolais qui finalement a fini par être rassemblement des Africains. Oui, donc le Bisso, au début, on a fait, c'était l'union, c'était pour militer contre ces conflits au Congo, enfin envoyer un message à tous nos frères congolais pour pousser à la paix, pousser à l'union, à l'unité, parce que c'est, nous, vu d'extérieur, on savait que c'est l'unité congolaise qui primait. Vu d'extérieur, par rapport à tous les combats qu'il y a, par rapport à l'Afrique, par rapport au niveau du Congo, par rapport au monde, cette guerre n'était pas bonne. Donc, c'est pour ça qu'on envoyait un message. Et autour de nous, comme tu me disais, on a des Camers, des Capverdiens, des Antillais. Donc, on a plein de... Et nos potes, des Sénégalais, des Maliens. Et tous nos potes nous ont dit, mais ce que vous dites là dans Bisson à Bisso, au Cameroun, Bisson à Bisso, ça veut dire la même chose. Oui, on a aussi ces mêmes problèmes-là. Parce que quand on a commencé à développer Bisso, on a commencé à rigoler sur la culture africaine, sur les plats, les histoires avec nos tontons, tous nos potes Camers, nos potes Capverdiens. Ah, nous aussi c'est pareil, nous aussi c'est pareil. Dedans. Et donc, quand on est passé du titre à vouloir faire un album, ouais, c'est devenu plus un album panafricaniste. Plus un album qui parlait de Africa by Night, par exemple, les nuits africaines. On a parlé de toutes les ambiances dans les capitales africaines. Oui, on a voulu parler de panafricanisme, dire que cette union congolaise ou cette union africaine, c'est ce qu'il faut pour le développement du continent. Mais ce qui est fort avec Bisso, et c'est pour ça que les gens ne mesurent pas en fait l'importance de ce que tu as fait, c'est que ça nous a rendu fiers d'être africains. Parce qu'on est à une époque où, tu vois, moi je suis... Oui, les gens baissent la tête, t'es africain, tu te... Moi, je sais que... moi, je suis en 79. Même les parents. C'est quasi... Tais-toi, il y a le monsieur qui parle, mec. Le monsieur, il parle, il n'est pas plus intelligent que moi. Exactement. En fait, on vient d'une génération où, comme on était à Sarcelles, en cours, avec des gens de toutes les couleurs, quand tu avais ton 14, l'autre, il avait beau être blanc, jaune, rouge, vert, de toutes les couleurs, il avait peut-être 7, ou peut-être 8, peut-être qu'il était meilleur que toi, mais il y a des fois, tu pouvais le battre. Donc, tu n'avais pas à baisser la tête du genre... nos parents avaient encore ce réflexe, c'est le colon, on baisse la tête, mine de rien, inconsciemment. Et nous, on était cette génération-là à dire, mais on n'est pas plus bête que les autres, pourquoi on va baisser la tête ? On n'est pas plus bête que les autres. C'est aussi ça le cri qu'il y avait, d'une certaine manière, de ministère amer et la création de secteurs et tout, de dire que oui, on avait notre place à faire. Il fallait qu'on se batte pour notre place, il fallait qu'on casse ce plafond de verre, il fallait qu'on change l'histoire d'une certaine manière, que l'Afrique ne pouvait pas être que le signe qu'un signe de défaite ou de choses négatives. Non, en Afrique, il fallait bien qu'on montre qu'il y avait des richesses, aussi bien dans la culture que dans le sol, et que le monde entier vivait sur ça. On l'a prouvé, musicalement. En tout cas, merci. Vraiment, merci pour ça, parce que aujourd'hui... On l'a fait avec le cœur, parce que ça nous... Voilà, il fallait le faire. Parce qu'aujourd'hui, si on marche la tête haute, c'est aussi en partie grâce à vous, je trouve. Il y a des gens qui m'ont déjà dit ça. Ils m'ont dit quand Bisso a explosé, ça y est, je pouvais sortir, je pouvais dire la guitare, là, oui, c'est chez nous, le Congo, c'est comme ça, Donc le Congo était devenu, ou même l'Afrique en général, était devenue in. Mais c'est comme ça, quand il y a un succès sur un truc afro, ça met de la belle lumière sur l'Afrique. Et comment tu vois du coup la succession là on va revenir un peu dans la musique, les petits bien. Là, ce qu'ils sont en train de faire Super bien, on a des petits qui remplissent des stades de France, il y a des Gims qui sont venus, qui ont tout pété avec des sapés comme jamais, qui ont des rythmes aussi afro, super bien. Je pense que c'était aussi fait pour ça. On se tournait vers les US, vers les Ricains, on a dit à tous nos jeunes, vous tournez vers là-bas, mais regardez, on est plus enraciné avec l'Afrique, et si on met de ça dans notre musique, dans notre rap, ça nous correspondra et ce sera plus fort. Même les Américains vont commencer à nous suivre. Et ça loupe pas, maintenant, il y a des Américains qui rappent avec des boucles afro. Ce qui est particulier avec toi, et je crois que dans ton collectif, sans vouloir faire offense aux autres, t'es le seul, tu faisais partie du Sectora, Sectora qui est légendaire,
Après, dans les questions suivantes, on va un peu creuser le secteur A. Moi, j'ai l'impression que Passy, en solo, avec tout ce que tu as fait, est aussi gros que le secteur A. Après, c'est pas une injure hein, de dire ça. En tout cas, moi, quand je le dis, quand je dis ça, c'est pour... Déjà, le secteur A, c'est immense. Mais je trouve que même Passy sans le secteur A est immense. Est-ce que tu as ce... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je calcule pas. J'ai beaucoup produit. Je fais partie dans le secteur A de celui qui a plus produit de choses, je sais. Ouais, j'ai jamais calculé ça en fait. Parce que je trouve que le secteur A apporté énormément à la culture, à la musique, mais je trouve que toi, en solo, aussi, tu as apporté énormément. Ouais, mais oui, j'ai apporté énormément par les projets, mais faut pas oublier que dans tous ces... Jusqu'à aujourd'hui, je suis souvent entouré de mes frères, même si je suis en solo, il y a toujours toute la famille. Regarde, je fais mon album solo, il y a les deux balles dedans, des Nek Baron dedans. C'est vrai que tu prends le lead, mais heureusement que tu as toute ta famille. C'est peut-être parce que je suis sûr d'avoir mes gars que ça me permet aussi, en solo, peut-être d'être plus fort. Mais c'est vrai que j'ai monté, après Secteur A, on avait monté Secteur A, après Secteur A, il y a eu trop de choses. J'ai monté ISAP Prod, et j'avais mon label, ma boîte de prod, et oui, j'ai fait tourner les dealers de Zouk, de Raga, Oui, mais parce que c'était important pour moi de mettre de la lumière sur nos cultures, sur les musiques que j'aime. J'étais jusqu'à dealer de hip-hop rock, tu sais, parce que c'est une vérité. Tu peux pas être noir et avoir vécu en France sans avoir écouté du rock, c'est pas vrai. Surtout à l'époque. Tu vois, donc, il y en a beaucoup qui savent pas. Qu'avant le rap, vous étiez dans le rock. Et en France, il n'y avait pas de rap, on écoutait de la variété, de la pop, du rock, etc. Et même au Congo, qui était, je rappelle, une sorte d'une province française, il y avait du Johnny qui passait. La dernière fois, j'étais au Congo, j'ai vu une association qui s'appelle Bisso na Bisso, et qui collectionne tous les vinyles. J'ai trouvé des disques de Johnny Hallyday de l'époque. Ok. Ouais, en plus des disques de Pamelo Munka, de la rumba et de tous les chanteurs de congolais de l'époque, bien sûr, ou même jusqu'à aujourd'hui. Mais il y avait aussi des disques de Johnny, de Joe Dassin, de comment s'appelle cette année-là, j'ai oublié son prénom. Comment ça Comment on oublie son prénom? Claude François. Claude François, voilà. Tu trouvais ça aussi au Congo? Secteur A, donc gros big up au Secteur A et à Kenzie, parce que c'est vrai que depuis le départ, on parle pas beaucoup de Kenzie alors que c'est l'architecte de... Architecte, porte-parole. On parle pas beaucoup de Bouboule aussi. Bouboule aussi, bien entendu. Et de Getch. Ouais, aussi. Donc il y avait en fait, Secteur A, on l'a monté à 5 avec ces trois-là, Stomy et moi. D'accord. Il y avait vraiment, c'était notre boîte de prod, enfin une boîte d'édition qui était boîte de prod aussi. On peut dire que vous avez déréglé le marché, vous avez déréglé l'industrie. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, cette même industrie avait peur de vous? Oui, à l'époque, cette industrie avait peur de nous, ouais. Et Kenzie n'arrangeait pas les choses. Il aimait bien aussi mettre des coups de pression. Et, bon, les gars de Sarcelles sont comme ça. Hein. Et nous, ça ne nous dérangeait pas. C'était bien. Ouais, il y avait des bonnes pressions. Parce qu'il y avait une certaine vision du foutage de gueule que pouvaient avoir certaines maisons de disques. Parce que c'est vrai que la musique en France est subventionnée, et ça, tu le sais pas. Et comme Kenzie et Bouboule adoraient lire, adoraient se documenter, etc., ils savaient que c'était déjà un système où on était des vaches à lait. Donc quand ils se mettaient à parler avec les maisons de disques, il y avait les coups de pression qui allaient avec et les prix qui allaient avec. Tu parles de Kenzie. C'est un grand frère. Kenzie, Bouboule, Getch, c'est nos grands frères. D'accord, ils sont plus âgés que vous. Tommy et moi, on était les petits. Même quand on bougeait dans les soirées à Paris, on était les premiers, les petites 15-16 ans dans les soirées. Et heureusement que de l'autre côté, il y avait des Kenzie, Getch, Bouboule, des Lakim, tout ça qui étaient là. Bon, on n'était pas encore avec eux, c'était nos grands frères, des amis de nos grands frères. Mais ils savaient qu'on était leurs petits, donc on était toujours, ils nous ont toujours protégés. Est-ce que l'industrie avait pas peur de vous parce que vous étiez, je mets des gros guillemets, des noirs intelligents? Oui, si, sûrement aussi. Et on était plein, bien sûr, ça faisait peur. Noir intelligent et plein, et c'est un peu, c'est dans quoi? Il y avait une phrase comme ça dans Boys in the Wood, je crois. Noir, intelligent, riche, qui en a rien à foutre. Okay. Tu vois un truc comme ça, j'ai plus. Ça, c'est dans Menace. Menace, c'est dans Menace, ouais. C'est Menace qui a une référence un peu. Tu vois, dans donc ce genre-là. c'est vrai qu'on n'était pas loin de ça. On se prenait pas pour de la merde, on se documentait, et s'il fallait y aller, on y allait, quoi.
À un moment donné, on disait même que Skyrock, l'industrie était à vous. Non, Skyrock n'a jamais été à nous. On a beaucoup bossé avec Skyrock. Tu sais, en plus, il y en a beaucoup qui cartonnent Skyrock. Pourquoi en fait Les c'est gens vrai que vous cartonnent. étiez en rotation, mais pourquoi il y a eu cette... Non, parce que c'était à un moment, il y a une loi qui est passée, c'était 40% de musique française tout bon. qui devait passer à la radio, parce qu'à l'époque, les gens ne se rendent pas compte. Hein, ils ont de la chance aujourd'hui, les jeunes rappeurs. Mais avant, à la radio, il y avait 80% de musique américaine, étrangère, voire plus même. Les radios ne passaient pas de musique de rap français ou de musique française. Certaines radios ne passaient pas passaient des choses américaines. Et donc, il y a eu une loi qui est passée justement pour défendre la culture française où on imposait 40% de musique française à diffuser. Donc là, maintenant, les radios devaient trouver de la musique française, devaient trouver des jeunes artistes français. Et c'est ce qui a permis aussi au rap français d'exploser. Moi, quand je te vois, je pense toujours au côté business. Est-ce que tu as eu une éducation financière? J'ai pas eu une éducation financière. Justement, ça, c'est un des reproches. On s'est fait sur le tas. Soit avec Sectora, soit avec mon label ISA. Puis on a fait quelques erreurs qu'au fur et à mesure. On dit souvent qu'il faut te faire rouler sur 1, 2, 3 contrats avant de maîtriser. Donc on a appris petit à petit, on s'est entouré, on a pris des avocats quand il le fallait, des gens pour lire les contrats, on a des juristes, etc. On s'est bâti comme ça. Et non, on aurait fait moins d'erreurs au début si on avait eu justement une éducation financière. C'est ce qui manque, je pense, un peu moins aujourd'hui aux jeunes du rap parce qu'il y en a plus qu'il y a, mais c'est ce qui manque beaucoup aux gens des quartiers, aux gens qui font des business quand ils viennent en banlieue, quand ils viennent de banlieue. Même s'ils ont tout le talent qu'il faut, toutes les idées qu'il faut, l'éducation financière est très, très, très importante. Et donc, je pousse tous les jeunes à essayer de développer ce truc-là, l'éducation financière, de savoir que pour certains riches, il vaut mieux vivre dans un certain système de crédit que dépenser son propre argent. Passy, c'est aussi le côté éclectique, parce que du coup, tu as un touche-à-tout, tu nous as montré ta polyvalence. Mais c'est notre métissage, cette polyvalence. C'est cette influence et d'Afrique et de France. Quand tu viens d'Afrique, tu es influencé par 57 pays et 57 cultures d'une certaine manière, parce que quand tu grandis au Congo, tu écoutes du Myriam Makeba, tu écoutes de la musique ivoirienne, tu écoutes de la musique gabonaise et autres, bien sûr, donc tu es influencé par ça. Et quand tu arrives en France, tu écoutes de la musique européenne, voire américaine aussi. Donc, quand tu es dans ce bouillon-là, moi, je ne pouvais pas me satisfaire de venir et d'avoir une seule... Non, je ne suis pas ça, j'ai plusieurs cultures, il fallait que ça se ressente aussi dans ma musique, dans mes créations ou dans ma production. Tu as fait un pont avec la variété française, le fameux Face à la mer. Mais le Face à la mer, il était un peu obligé. Tu sais pourquoi? Parce que je réfléchissais, je disais, mais là, ce truc de français, le truc. Regarde, Run DMC, ils sont plus vrais que nous. Ils ont fait un titre avec Aerosmith, avec carrément un chanteur de hard rock. C'est hard rock. Métal, ce morceau-là, quand il passait, on se mettait à breaker. Walk this way. On était en train de breaker. On s'est dit, wow, déjà à l'époque, même avant même que nous on fasse des disques. Donc, arrivé un moment, après, mais même il y a Johnny qui voulait faire un remix d'Allumer le feu avec nous, mais on n'était pas prêts. Okay. Non, qu'est-ce qu'on va faire? Mais après avoir mûri, après avoir développé plusieurs couleurs, oui, je me sentais prêt à faire un Face à la mer, ou même le titre qu'on a fait avec Johnny après, avec Ministère amer. C'était normal qu'il fallait ouvrir ce truc-là, il fallait casser cette frontière entre variété française, rock français et rap. Parce que le rap venait des États-Unis et les Américains l'avaient déjà fait depuis longtemps, ils le faisaient tous les jours et ils le referont encore. Demain, tu vas encore avoir un titre comme ça. Et nous, on était là, non, on se mélange pas. Il fallait casser encore cette frontière-là. Du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est comment les auditeurs de la première heure ont pris le Face à la mer. Donc, pour Face à la mer, en fait, ça a été 50-50. Il y en a qui l'ont mal pris, tu sais, les raps, les gens les puristes, les puristes, hip-hop, etc. Il y en a qui l'ont mal pris, mais les autres, ceux qui étaient habitués au fait que j'ouvrais, que je pouvais aller beaucoup plus loin, que j'étais dans l'ouverture, non, l'ont bien pris. Mais moi, pour moi, c'est normal de faire un truc comme ça. C'était pas... En France, moi, j'ai grandi en voyant Run DMC et Aerosmith, où là-bas, les Américains faisaient déjà des duos avec des gens du hard rock, carrément. Et nous, plusieurs années après, décennies après, on n'avait pas encore cassé cette barrière-là. On n'osait pas se mélanger avec d'autres artistes. Non, c'était important de le faire. C'était important d'agrandir avec la variété française. Tu peux pas être en France et
grandir sans variété française, c'est pas vrai. On a grandi avec le rock, avec des choses comme ça, donc il fallait aussi un moment qu'on aille dans ça. Et donc non, le fait de casser cette frontière, ça m'a fait du bien. Et quelques années après, on a fait la même chose avec Ministère Amer et Johnny Hallyday. Le grand Johnny. On n'était pas prêt pour Johnny au début, parce qu'il avait demandé Allumer le feu, le remix. Et nous, j'étais là, non, c'est avec Johnny. On n'était pas prêt encore. Et après, en évoluant, devenant encore plus grand, plus producteur, en comprenant encore plus les choses, on a pu se mélanger avec Johnny. Et c'est le morceau avec Calo ou même le morceau avec Johnny, c'est deux très très grands souvenirs. C'est des morceaux qui vont me suivre jusqu'à la fin de ma vie aussi. Mais là, tout de suite, je viens de penser à un truc. Est-ce que, Passy, tu n'es pas l'un des premiers, j'enlève Solar, à être rentré chez la ménagère? Oui, il y a Solar. Là, tu peux pas enlever Oui, Solar. oui, non, mais c'est pour ça que, Solar, à part Solar, parce que Solar, c'était c'était immense. Il y a eu d'autres hits aussi. Il y a eu. Non, mais je sais qu'avec Face à la mer, oui, on est rentré dans la ménagère, mais même avec des jeux zappés, je mate, où il fait chaud chaque été, on me le ressort, etc. Là, je vais encore recevoir des échanges de Il fait chaud cette année. Il fait chaud, il était dans Sex and the City aussi. C'était dans la BO de Sex and the City. Okay. Donc, j'ai même eu des carrés qui m'ont dit. Je suis rentré dans des trucs que j'étais au State. Juste, c'est lui qui a fait la musique dans Sex and the City. Oh, come on. Même au State, sur le fait qu'il fait chaud dans Sex and the City, j'étais à Miami, on m'a mis bien aussi dans certains trucs. Donc, ouais, c'est le fait. Vous êtes rare, en tout cas. C'est rare. Ouais, mais c'est aussi rare. ça qui fait que je tourne encore aujourd'hui, qu'on tourne encore aujourd'hui, c'est d'avoir tous ces titres-là. J'appelle ça le menu best-of. Ah, c'est le menu best-of. Hein. J'ai le menu best-of. Ça, c'est à vie. À vie, elle va tomber. Ouais, c'est bien. C'est bien, ça me permet tu sais, mais moi, tu vois, cette éducation financière, par exemple, où je te dis que j'en ai souffert, enfin, que je ne l'ai pas eu, c'est quand ça commençait à marcher, quand je venais avec un projet comme Bissot au début, j'ai un projet Bissot. Oh, ça n'a pas marché. Je dis, je m'en fous, je paye. Je payais les studios, je me démerde. Donc, je vidais mes comptes pour produire Bissot. Après, bon, tu le signes, tu remets les comptes à zéro. Mais en fait, l'éducation financière te montre que tu dois bosser plus avec une... Bon, personne ne croyait en nous aussi, hein, mais tu dois te faire investir et pas bosser sur tes propres sous. Et ça, avec notre truc de création, avec le fait que personne ne croyait en nous, etc., on y mettait nos propres sous. Donc, ce qu'on gagnait, on remettait. Ce qu'on gagnait, on remettait. Et avec ça, tu t'enrichis pas tant que ça. Il y a quelques semaines, tu as sorti un projet, bande originale. Exactement. Moi, quand je vois ce projet, je vois que c'est un projet intergénérationnel. Et dans différentes interviews, c'est quelque chose aussi que tu mets en avant. Oui, je pouvais pas avoir fait 30... Ça fait plus de 35 ans que je fais du rap. Mon projet, il pouvait pas avoir une seule couleur. Ça fait depuis 2008 que j'ai pas sorti de vrai album Passy. J'ai sorti des trucs, là, 5 titres afro, Air Afrique, des petits trucs comme ça, mais j'avais pas sorti de vrai album Passy depuis 2008. Et je me suis dit, ouais, il faut qu'il y ait un titre comme Les Seigneurs, qu'avec des anciens, parce que c'est ma génération. Donc, dans Les Seigneurs, il y a de AKH à Sage-Po, à Roca, Debal, Neg Marron, Papillon. Donc, un titre comme ça, Cypher avec que des anciens comme ça m'a fait kiffer. En même temps, c'est des groupes que je respecte, des groupes qui ont fait le rap avec moi. Donc il fallait qu'ils soient là. Et une génération un peu médium, avec des drivers, avec Fianso, tout ça. Et une jeune génération avec des Uzi, Layams, AMK. Stavo aussi. Stavo, il fait partie de la génération un peu du milieu. Ouais. Stavo, je l'ai croisé avec 13 blocs chez Warner, quand j'avais un label chez Warner. Ok. Et ils étaient signés dans le label d'à côté, donc j'ai croisé beaucoup. Donc voilà, ça s'est fait petit à petit avec Stavo. RCFA, qui m'avait bien présenté. Et ça s'est fait comme ça. Sans rentrer dans cette opposition ancienne génération, nouvelle génération, parce que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être, pardon. Qu'est-ce que tu prendrais de l'ancienne? Qu'est-ce que tu garderais de l'ancienne et que tu prendrais de la nouvelle? Je garderais le fond de l'ancienne, les concepts, le message. Et je garderais la technique d'aujourd'hui. Parce que les rappeurs d'aujourd'hui sont très techniques. Nous, on a dû se construire. À 12, 13 ans, on a entendu nos beats, on a dû commencer à essayer de placer kaketita, patata. Tandis que les jeunes d'aujourd'hui sont nés dans le rap, le rythme en eux. Donc, il y a des phases beaucoup plus folles au niveau de l'écriture, au niveau du flow. Mais on est dans une génération où il y a moins de messages. C'est vrai qu'il y a moins de messages. On est plus dans le buzz, le m'as-tu vu, le style, les nouvelles tenues, que dans le fond et dans le combat. Donc, je remettrai un petit peu de combat dans le rap d'aujourd'hui, un petit peu plus de messages, un petit peu plus d'engagement, parce que même politiquement, on en a besoin.
par rapport à cette jeunesse qui arrive. Donc, on a besoin de rappeurs de leur âge qui leur mettent des trucs dans la tête. Parce que venant de nous, ça va venir. Ah, le daron, il raconte ça. Tu sais ce qu'on pense de ce que disent nos darons. Ah, mon daron, il ne connaît pas. Alors qu'on quand on devient daron, qu'on se rend compte de la force de ce que disait le daron. Donc, un peu de message. Parce que dans cet album, je défends un truc. Je dis le rap, c'était bien avant, c'est bien aujourd'hui, ce serait bien demain. Ça dépend qui est derrière le micro. Et ce qui est derrière le micro, c'est ça qui est important. Le message qui peut quand même balancer. Parce que les mecs, ils viennent, ils disent ouais, je m'en fous, moi j'influence, je calcule pas. Mais non, mais t'as une putain d'influence sur les jeunes qui t'écoutent. T'as une putain d'incidence sur tout ce. Tu fais comme si tu t'en avais rien à faire, mais t'es content quand ils remplissent ton Bercy. Si tu dis allez, tout le monde à Bercy dans une semaine et que c'est rempli en 2 heures, t'as une putain d'influence. Donc de cette putain d'influence, essaye de faire des choses bien, des choses constructives. On ne dit pas on n'est pas des professeurs, on n'est pas des pères de famille, on a chacun nos vies, nos problèmes. Mais si tu peux participer un peu au fait d'engrainer les jeunes à faire quelque chose de bien, c'est pas mal. Moi, sans te mentir, notre déformation, nous, l'ancien, c'est qu'on a toujours des concepts derrière, toujours un fond. On ne peut pas rapper sur les fleurs, rapper à rien dire ou dire juste je vends plus de drogue, ou j'ai plus de... C'est bon, ça suffit, on ne va pas faire ça. Tu vois, il y a toujours une base de message. Même dans Dealer de Zouk, un truc comme Dealer de Zouk, regarde les 2 premières phrases. Moi, je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Je viens des Antilles et moi, je vis ailleurs. Oui, les afro-descendants, essayer de les réunir depuis à l'époque, même sur un morceau, d'essayer de parler de ça. C'est vrai. Mais derrière, il y a un message. Les ragots, on s'en fout, qu'on soit ensemble entre Africains et Antillais. C'était bien à soutenir. Tu vois, il y a toujours un petit truc derrière. Si les gens découvrent ce que je fais en musique, il y a toujours un petit concept, un petit ministère qui traîne. Ouais, c'est important. Mais c'est important. Vaut mieux une musique engagée, une musique vivante, une musique avec des images qu'une musique vide qui va marcher 6 mois et qui ne va pas durer longtemps, quoi. Donc là, on parlait de l'ancienne et de la nouvelle génération. Quand on parle ancienne et nouvelle génération, on peut parler héritage, transmission. Est-ce que tu trouves que dans le rap français est assez documenté et ce qu'il y a assez de... C'est pas assez, c'est justement, il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent aujourd'hui, qui commencent à chercher. C'est pour ça qu'il y a un retour du rap à l'ancienne. Il y a de plus en plus d'anciens qui reviennent parce que les jeunes qui consomment, qui remplissent des Bercy, des Stades de France, etc. pour un artiste rap, veulent maintenant savoir d'où ça vient, veulent connaître l'histoire. Donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus de documentaires sur les premiers groupes et je pense que ça va cartonner. Ça va vachement cartonner. Et juste, le problème, c'est que les plateformes, je ne sais pas dans quel calcul elles sont, dans quel truc elles sont, mais il faut qu'elles se mettent sur cette histoire du rap français parce que ça va faire tellement de vues que... regarde le documentaire de DJ Mehdi. Ouais. Pourquoi pas un documentaire sectoral? Oui, documentaire sectoral, ça fait un moment qu'on en parle aussi. Vous en parlez? Fait par Thibaut de Langeville qui a bossé avec nous sur le 95200 et qui a fait déjà plein de documentaires, un documentaire sur la basket. Si tu l'as vu celui-là? Non. La basket. Ok. Il a fait un super beau documentaire. Donc c'est quelqu'un qui vient du milieu hip-hop, qui a fait des études, qui maîtrise, un vrai réalisateur, qui sait parler du rap et qui a fait le docu sur Mehdi. Regarde le succès que ça a. Parce que c'est fait par les bonnes personnes et ça parle de quelqu'un qui a du talent et derrière lui, toute la mafia Quinfri avec l'histoire qu'ils ont fait dans le rap français. Donc oui, ces documentaires-là peuvent marcher si c'est bien fait avec les bonnes personnes et à tous les niveaux. Et les médias, à ton avis, quelle part de responsabilité ils ont dans ce manque d'infos qu'il y a? Mais tu sais, c'est comme quand on dit il n'y a pas assez de rôle pour les Noirs dans le cinéma. Quelqu'un, si les Renois ils écrivent pas, qui va pouvoir parler d'eux? Si c'est quelqu'un qui vient de la je sais pas moi, de Bourgogne, qui a jamais vécu avec des Renois, qui a écrit son scénario, il peut pas se mettre dans la peau d'un Renois pour retranscrire ce que vit ou ce que voit un Renois. Donc arrivé un moment, ou un Rebeu, ou un autre. Donc arrivé un moment, il faut que nos petits frères prennent encore plus les rênes. On parlait de Skyrock tout à l'heure. Skyrock, il y en a plein qui critiquent Skyrock. En même temps, nous, on a commencé à rapper dans certaines radios underground et Radio Nova. Radio Nova, c'était the place to be. Et si jamais Radio Nova s'est dit, je vais me mettre premier sur le rap. Jamais, c'était à eux de le faire. Skyrock l'a fait. Et tant pis pour Radio Nova. Et nous ne l'avons pas fait aussi. Les rappeurs, on ne s'est pas organisé pour le faire. Donc,
Skyrock l'a fait, ils en tirent profit, ils gagnent avec ça. Tu peux critiquer, pas critiquer, mais eux, ils l'ont fait. Et donc moi, comme énormément de rappeurs, même ceux qui critiquent, on a bénéficié de cette exposition. Fallait le faire avant eux, ou fallait le faire sans eux, mais c'est eux qui l'ont fait. Donc c'est pareil, donc c'est un message envoyé aux jeunes, vous voulez que les choses changent, ben prenez vos responsabilités, faites-les. Nous, on devient plus vieux, on a encore moins de pêche, etc. Mais vous avez 20 piges, c'est à vous de créer les médias de demain, les choses de demain, les radios de demain, les nouveaux systèmes de demain, pour que l'information vous ressemble. Si tu t'attends à ce que les chaînes de Bolloré parlent de ta culture, parlent de ta musique, etc., non, Bolloré va parler de ce qu'il veut lui, ce qui lui ressemble, sa façon de penser, sa façon de voir la France, sa vision zémorienne ou autre. Bah, t'as qu'à monter tes médias, les acheter ou autre. Vous avez voulu monter une télé, je me rappelle. On a voulu monter Secteur à télé, mais c'est le projet avec Olivier Laoché. Mais après, Olivier on a eu des problèmes à le faire. À l'époque, il y avait l'histoire de Gynéco qui est sortie, donc plusieurs partenaires qui sont sauvés. Et après, Olivier a continué avec le projet, a monté Trace TV. Trace TV. On va passer au photolangage. Photolangage. Ouais. Quand t'es arrivé, je t'ai demandé de prendre 3 cartes, mais t'en as pris 4. 4, ouais. Pour une carte qui symbolise la période ministère. C'est simple. Une, secteur A. Ministère, c'est un peu ça. Elle est bien, celle-là. Pour Bissot. Parce que, ouais, on emmerdait le monde. T'es avec nous, c'est bien, t'es pas avec nous, va te faire foutre. Ok. C'était un peu... ouais, et on savait comment était fait le monde. On savait... on connaissait la place du renom en France. On savait comment on était vu. C'était l'époque où Yannick Noah gagne les Français quand il perd les Camères. Donc, par rapport à certaines pensées. Ok. C'est une époque même... comme quoi qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui cartonnent Mbappé. Ouais. Même si... Moi, je suis PSG. Pourtant, je suis PSG. Je suis PSG à fond. Mais ils sont malades ou quoi? Ils ne se rendent pas compte de la force du gars. Le gars a mis un triplé en finale de Coupe du Monde. Quel autre joueur français a fait ça? C'est vrai. 2 Coupes du Monde, des triplés, une coupe remportée. Mais comment tu vois... parce que là, tu parles de lui. Comment tu vois... parce que je sa parlais prise de position. Noah, ouais, mais sa prise de... Parce que... Ouais, mais il y a eu du bien, du pas bien. Il y a un moment, il a dit « Ah, moi, je suis pas politique, moi, etc. Ça me regarde pas. » Et puis aujourd'hui, pour ma prise de position. Moi, je pense qu'il l'a dit, les citoyens, les footballeurs sont des citoyens, je pense. Ils peuvent se permettre de prendre position sans qu'on les critique. Comme les Après, le seul truc qu'il y a, c'est qu'ils jouent pour l'équipe de France. Donc, ils jouent pour tout le monde. Les Noirs, les Blancs, les Verts, les Jaunes, les musulmans, les chrétiens, les Juifs, ils jouent pour tout le monde. Donc, c'est juste là où il faut faire gaffe, parce que quand tu es président de la République, tu es censé être président de tous les Français, et pas que de ton parti. Donc, quand tu joues en équipe de France, tu n'es pas juste parisien ou madrilène, tu es joueur de l'équipe de France. Et c'est par rapport à cette position-là qu'il s'est engagé à dire que le Front National, c'était naze. Vous savez qu'il n'y a qu'en France qu'on laisse le Front National parler comme ça. En Belgique, ils appellent ça le carrefour sanitaire. Les gens, les extrêmes comme ça, ils ne passent pas à la télé. C'était comme ça avant je sais pas, l'extrême droite, ça a changé. Ouais, on a des chaînes qui banalisent, qui banalisent. Big up à Claudiciard qui lâche pas Pascal. Il est chaud, hein. Il lâche pas Pascal Pro en ce moment. il est chaud. Claudiciard, il est chaud. Claudiciard est chaud. Il est chaud. Le Béninois. Le Béninois. C'est pas mal aussi ce qu'ils ont fait. Il y a quelques pays comme ça d'Afrique. Même au Burkina, ils ont dit ça, non? Je sais plus. Il y a quelques pays comme ça en Afrique, ils ont dit quand les afrodescendants reviennent, on leur donne la nationalité. Les Bénins sont le premier, mais je crois que j'ai entendu dans notre pays, je sais pas, je suis pas sûr. Ok. Voilà. Période sectorat. Pourquoi? Parce que période sectorat, on était à fond, on croyait en nous, on a fait l'Olympia pour l'abolition de l'esclavage, on était engagés, on se tenait les coudes. C'était vraiment la force. On se donnait de la force, on bossait, on était lâche rien. Est-ce que c'est le plus gros collectif du rap français, le secteur? Justement, les gens parlent souvent, mais même pas que du rap français. Tu regardes, est-ce que même dans le rap US, peut-être qu'il y a Wu-Tang, etc. À part Wu-Tang, est-ce qu'il y a des collectifs aussi gros que Secteur? À part Wu-Tang qui ont tenu tant d'années comme ça, avec des carrières d'artistes de fous comme ça. Regarde, Stomy a une carrière de fou. Parce que vous avez tous pété en vrai. De fou. Doc Gynéco, Neg Marron, Passy, jusqu'à aujourd'hui, on peut encore faire des tournées. Tu regardes dans le monde, est-ce qu'il y a des collectifs comme Secteur?
C'est pas que France, c'est Ok. le monde. Nous, on était là, on était humble, on disait France. C'est la Ok, vérité. bon. Non, Ok. moi, je sais pas pour Befflan. Avant, j'aimais bien, on est humble, mais quand tu regardes bien, même j'en parlais avec Jackie, je dis, Jackie, il faut qu'on arrête d'être humble. Vérité. Mais Jackie, je l'ai encore eu hier, Stomy, je l'ai eu tout à l'heure. Tu vois, on est vraiment des refrains, regarde. DOC du Bissau, Ouais. c'est lui qui m'a donné l'adresse Ouais, d'ici. si. Donc on est vraiment, c'est pas un bluff pour l'écran et truc, on est vraiment une vraie famille. Et quand on voit ça et quand on se voit tous entre nous comme ça, on a fait un concert en Belgique dernièrement, il y a 2 mois, 3 mois là. Oui, on a fait oui. 3 heures de show. En plus, c'était l'anniversaire des jumeaux. Ouais, ouais, C'était- si, je me on a rappelle. fêté l'anniversaire des jumeaux sur scène. 3 heures de show, mais c'était magnifique. On s'est mélangés. Tu sais, c'était pas quelqu'un vient, fait son show. Non, tu viens, tu fais 2 titres. Après, il y en a un qui te rejoint et tu le laisses, il fait 2 titres, et ainsi de suite. Ouais, ça Mais s'entremêlait, c'était ouais. magnifique. C'était magnifique. Et quand je vois ça, je me dis, mais voilà, à part Wu-Tang, tu vois, est-ce qu'il y a des collectifs comme ça dans le monde aussi puissants où tous les artistes ont un rayonnement incroyable? C'est vrai. Doc Gynéco, de son côté, regarde, il va remplir encore l'Adidas Arena. Dès qu'il a annoncé, c'était 5000 places rapides. Là. Même s'il n'était pas là, il revient, il remplit l'Adidas Arena. Demain, tu vas le voir en couverture de Voici. Que tu le veuilles ou non. Neg Marron, nouvel album, ils n'arrêtent pas de tourner, ils sont tournés tout le temps, etc. Et quand tu vas voir Neg Marron sur scène, je pousse les gens à aller voir Neg Marron sur scène, ça part, c'est brûlage. Ouais, c'est fort. C'est super fort, Ouais, c'est brûlage. Arsenic. Paix à mon frère Calbo, mais Lino, Tequila, quand tu vois Arsenic sur scène, Lino qui est un des meilleurs lyricistes C'est vrai. français jusqu'à ce jour. Stomy, cinéma, folie, grosse tête, rap, hein. Une des personnalités aussi personnalité de dingue. Il sort encore un nouveau titre, il va encore sortir un album. Moi, avec tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure, le côté prod, le côté créé, tout ça, quand tu nous mets tous ensemble comme ça, je sais pas, même quand tu regardes Wu-Tang, il y a les gros, hein. Ouais, les gros. Il y a les RZA, les Method Man. Non, c'est vrai qu'on est les beaucoup sur les ODB. gros. hein. Après les autres, Après, c'est- Hein, il y a Ghostface et Rick Ron, mes gars, c'est de Kaira, ok. Mais les autres, tu sais même plus qui est qui. Chez Secteur A, tu sais. Regarde, je parle de tout le monde, j'ai oublié Singila, qui fait un Bercy, un Accor Arena, faut plus dire Bercy, qui fait un Accor Arena, là, à la rentrée encore. Qui est C'est le vrai. plus jeune d'entre nous, mais qui a vachement évolué, qui a conquis l'Afrique, qui a conquis le monde entier. Donc non, quand je regarde ma famille musicale, bon, je suis super fier et je sais que mes frères sont fiers aussi. Ok. Dernière carte, c'est Bissau. Dernière carte Bissau, j'ai pris 2. J'ai pris 2 parce que quand on fait Bissau, il y a ça qui se passe au Congo. Ok. La guerre. Et donc ça qui se passe aussi dans plein de pays d'Afrique. Et puis Bissau, c'est un peu ça. C'est la transmission de la culture africaine, c'est l'unité, c'est aussi, tu vois, dire à nos frères, mais non, surtout à cette époque-là, en Afrique, on a des joyaux musicaux, faut pas avoir honte, faut les utiliser, faut les exploiter, faut crier tout haut parce que c'est beau. Et tu sais, même dans je le dis même souvent, je dis même dans le cinéma, on a utilisé la culture, on a tué la culture asiatique. Les films de kung-fu, la technique des films, maintenant, elle est partie jusqu'aux États-Unis. Tu sais, les sauts avec le film. Ouais. On a tué la culture asiatique. La culture américaine, on a fini les Avengers. Tu vois, je fais des raccourcis, des gros raccourcis. On a fini les Avengers, on a fini les trucs. Il n'y a plus beaucoup d'histoires, on commence à être fatigué. La culture française, ou européenne, les Robins des Bois, tout ça, on les a tués. Donc, il y a une source. Culture indienne aussi, on l'a fait. Les films Bollywood. Bollywood, ouais. Il y a une source d'histoire. Je parle d'histoire, hein. D'histoire, de super vilains, de références, de super choses qu'on n'a pas encore totalement exploitées. C'est toutes les histoires africaines, les mauvais génies, les pouvoirs, les histoires, tout ce qui tourne autour de ça. Ils ont commencé à le faire un petit peu avec Wakanda, qui a un côté, tu as vu les résultats. Demain, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'inspiration sur d'anciens écrits africains, même dans le cinéma. Ok. Bah, Passy, merci. De rien, merci pour l'accueil. Ce qui est intéressant, moi, ce que je retiens chez toi aussi, c'est que on peut briller en solo, tout en restant lié à sa famille. Mais c'est ça où on s'éclate, etc. C'est qu'on arrive à être en famille, à ce qu'il fait en famille, et puis aller à avoir aussi une liberté solo. Donc, tu kiffes en solo, tu fais ton boulot solo plutôt, mais tu es quand même content de retrouver la famille. Et je pense que
la démocratie qu'on a chez nous. C'est ça qui nous fait tenir aussi longtemps, c'est ça qui fait qu'on se kiffe. On soutient le frère, etc. Même quand il fait son truc, on va le soutenir. C'est vrai. On a une critique à le faire, on l'appelle, on lui critique, on voit son point de vue. Il y a la douane chez nous, donc on aime bien s'appeler, se critiquer. Ah, ça, ton truc, il est bien. Ah, ça, truc, fais plutôt ça, truc, tous. Nègre marron, passiste. Moi, j'ai mes appels quand mon album sort, j'ai le rapport de Benji, de Jackie, de Stoby. Tu vois, eux aussi, pareil. Et pour ça, on se kiffe ensemble. Et puis, quand on a envie de respirer, être en solo, on respire, on a nos carrières solo. Et c'est ça qui fait durer notre amitié musicale, pas aussi longtemps. En tout cas, merci. C'était Les Étoiles du Berger avec Monsieur Passy. N'oubliez pas d'activer la cloche, de commenter, partager, liker, de parler autour de vous de ce concept. Et de streamer, de dire aux gens de notre génération d'aller streamer. Ils streament pas. On revient sur le stream, on se rend compte que les gars, ils ne streament pas. Donc, on va sortir les vinyles et les CD, bien sûr. D'ailleurs, c'est le 3 juillet que je sors mes vinyles et les CD. Mais les anciens, vous aussi, si vous voulez qu'on lutte avec la jeunesse, allez, vous avez tous des Spotify, des Apple Music, des Deezer, des Qobuz. Allez streamer, n'oubliez pas d'aller streamer les anciens, c'est important. Il faut soutenir nos super-héros. Allez streamer le projet du grand frère Passy et toute sa discographie. Allez liker, partager et tout pour donner la force aux Étoiles du Berger parce qu'on est dans la transmission. C'était Barberiche. Ciao!